Je vous propose de revoir ensemble tous les chapitres de chimie de terminale, en détaillant tout ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut être capable de faire, comme des démonstrations par exemple. On démarre avec le chapitre sur les transformations acide-base. Commençons par les définitions qu'il faut connaître par cœur. Un acide, selon Bronsted, est une espèce chimique susceptible de céder un proton H+. Une base, quant à elle, est une espèce chimique susceptible de capter un proton H+. On utilise souvent cette demi-équation acido-basique pour traduire ces définitions. D'ailleurs, les deux espèces acide-base notées respectivement de manière générale HA et A-, pour lesquelles on passe de l'une à l'autre par perte ou gain d'un proton H+, sont dites conjuguées et forment un couple acide-base noté HA/A-. Une réaction acido-basique correspond au transfert de protons H+, entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. En utilisant les indices 1 et 2 pour les deux couples, on obtient l'équation suivante. Nous verrons tout à l'heure avec un exemple concret comment obtenir cette équation avec les demi-équations acido-basiques. Dernière chose à savoir, une espèce amphotère est une espèce qui peut se comporter comme un acide ou comme une base. Le cas le plus connu est l'eau de formule H2O qui se comporte comme une base lorsqu'elle est couplée à l'ion oxonium H3O+, et comme un acide lorsqu'elle est couplée à l'ion hydroxyde HO-. Dans ce chapitre, on doit être capable d'établir le lien entre le potentiel hydrogène, noté pH, et la concentration en ion oxonium pour des solutions aqueuses diluées, avec C0 correspondant à la concentration de référence conventionnellement égale à 1 mol par litre. D'ailleurs, au vu de la valeur de C0, il faut retenir que le pH est tout simplement égal à -log de la concentration en ion oxonium. Si maintenant on veut exprimer la concentration en ion oxonium en fonction du pH, il faut se rappeler ce qu'on a vu en maths, que 10 exposant log de A est égal à A. On obtient après deux étapes de calcul que la concentration en ion oxonium est égale à 10 exposant moins pH, en considérant encore une fois que C0, la concentration de référence, est égale à 1 mol par litre. Si on veut revenir à l'expression du pH, il faut se souvenir que log de 10 exposant moins B est égal à moins B. Sans le signe moins, cela donne l'égalité suivante. Que vous connaissiez les démonstrations ou pas, il faut absolument connaître ces deux formules. On doit également savoir faire le diagramme de l'échelle de pH que l'on connaît normalement depuis le collège, et ajouter les espèces majoritaires suivant les cas acide, basique ou neutre. On doit aussi être capable de retrouver l'équation entre l'acide d'un couple et la base de l'autre couple en utilisant leur demi-équation acido-basique. Puisqu'en additionnant les deux demi-équations, les ions H+ de part et d'autre de l'équation vont pouvoir se simplifier pour nous permettre de retrouver l'équation bilan. Ici, il s'agit de la réaction entre l'acide éthanoïque et l'ammoniac, mais il faut savoir le faire pour tout autre couple. Si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. Passons au chapitre sur les titrages pH métriques, dont le but est de déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière d'une espèce titrée notée grand A, dans notre cas, par une espèce titrante que l'on note grand B, lors d'une réaction acido-basique qui est rapide, totale et unique. Le montage expérimental est le suivant. On place la solution titrante dont on connaît la concentration dans la burette graduée, tandis que la solution atitrée, dont on ignore la concentration, est elle placée à l'aide d'une pipette jaugée afin de connaître précisément son volume, dans un bécher dans lequel on a plongé la sonde du pH-mètre. L'équation du titrage la plus générale possible est la suivante, avec petit a et petit b, les nombres stoichiométriques correspondant respectivement à chacun des réactifs, grand A et grand B. Dans ce chapitre, il faut connaître la définition de l'équivalence, qui se repère lors du saut de pH, visible sur le graphique dont on parlera tout à l'heure, et qui correspond au moment où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques ou lorsqu'il y a changement de réactif limitant. À ce moment précis, donc seulement à l'équivalence, on peut écrire la relation suivante entre les réactifs titrés et titrants. Avec Na et Nb, les quantités de matière des réactifs introduits dans le bécher et petit a et petit b, leur nombre stoichiométrique. Il est possible d'exprimer cette équation directement avec les concentrations, puisque je te rappelle que la quantité de matière est égale au quotient de la concentration et du volume de la solution. Cette relation est valable pour des concentrations en quantité de matière exprimées en mol par litre, ainsi que pour des concentrations en masse exprimées en grammes par litre. Les volumes, quant à eux, peuvent être exprimés en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont exprimés dans la même unité. VE correspond au volume à l'équivalence qu'il faudra lire directement au niveau de la burette graduée. Enfin, pour ce chapitre, afin de préparer les différentes solutions suivant les données des énoncés, il est primordial de connaître les formules de la concentration,
C égale N sur V, ainsi que celle de la quantité de matière, petit n égale petit m sur grand M. Il faut aussi connaître la formule de la masse volumique, ρ égale m sur V, et celle de la densité, D égale ρ sur ρ de l'eau. La dernière formule à connaître est celle correspondant au titre massique, aussi appelé pourcentage massique. C'est une grandeur sans unité qui est égale à la masse de soluté sur la masse de la solution. Pour ce chapitre, on doit être capable d'interpréter une courbe de titrage pH métrique afin de repérer le volume équivalent. Pour ce faire, il existe deux méthodes à partir de la courbe représentant l'évolution du pH en fonction du volume de solution titrante versée. La première s'appelle la méthode des tangentes parallèles, et c'est la seule que l'on peut faire à la main sans ordinateur, même si on peut la faire avec l'ordinateur également. Elle consiste à tracer deux tangentes parallèles à la courbe au niveau des points d'inflexion et d'en tracer une troisième parallèle, mais à équidistance des deux précédentes. Lorsque cette dernière croise la courbe, c'est en ce point dont l'abscisse correspond à la valeur du volume équivalent. La deuxième méthode est celle de la dérivée, mais pour l'utiliser, il faut obligatoirement un ordinateur, car c'est le logiciel de traitement qui va tracer la dérivée pour nous. Sur cette dérivée, il faut visualiser le maximum qui se trouve au niveau du sceau de pH, et l'abscisse de ce point nous donne la valeur du volume équivalent. Sans jeu de mots, ces deux méthodes sont bien sûr équivalentes. On doit bien sûr être capable de calculer la concentration de la solution à titrer à partir de la valeur du volume équivalent trouvé expérimentalement. On obtient cette formule en isolant Ca à partir de la relation que l'on obtient à l'équivalence et que l'on a vue précédemment. Là encore, il est possible d'exprimer les volumes en litres ou en millilitres du moment que les deux volumes sont bien exprimés dans la même unité. La valeur de cette concentration va ensuite nous permettre de calculer le titre massique en soluté grand A. Pour cela, on repart des formules de départ et, en fonction des données de l'énoncé, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Il arrive très souvent que l'on n'ait pas accès à la masse de la solution, mais à sa masse volumique et à son volume. Idem pour la masse de soluté. En général, on a calculé la concentration et non sa masse. Il faut donc être capable de faire intervenir la concentration en combinant plusieurs formules, comme je suis en train de le faire. C'est cette expression que l'on va pouvoir utiliser, mais si jamais on n'a pas accès à la masse volumique de la solution mais qu'on a sa densité, alors c'est celle-ci qui va nous servir. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que d'utiliser correctement la masse volumique de l'eau qui peut être donnée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. Et dans ce cas, attention aux unités. Lorsque tu utilises les formules, si la masse volumique t'est donnée en grammes par litre, alors utilise le litre pour les volumes. Si elle t'est donnée en grammes par millilitre, alors utilise plutôt le millilitre pour les volumes. Voilà, on vient de tout revoir sur les titrages pH métriques. On enchaîne avec le chapitre portant sur la loi de Beer-Lambert. Cette loi repose sur une grandeur physique qui s'appelle l'absorbance et qui mesure, à l'aide d'un spectrophotomètre, la capacité qu'a une espèce chimique à absorber la lumière. Le principe de la mesure est simple. On fait passer un rayon de lumière incident à travers la cuve contenant l'espèce chimique à analyser et à l'aide d'un capteur, on mesure l'intensité lumineuse transmise, que l'on compare à l'aide de cette formule pour mesurer l'absorbance qui est une grandeur sans unité. La loi de Beer-Lambert, la plus générale possible, nous dit que, pour une longueur d'onde donnée, l'absorbance d'une solution correspond à la somme des absorbances dues à chaque espèce colorée. Cette loi se traduit mathématiquement par la formule suivante, avec epsilon, le coefficient d'absorption molaire de l'espèce chimique qui absorbe de la lumière. L correspond à l'épaisseur de la cuve traversée par le faisceau de lumière, et xi entre crochets à la concentration de l'espèce colorée. Au lycée, on n'analyse souvent qu'une seule espèce colorée, et dans ce cas, la loi de Beer-Lambert est plus simple. Elle nous dit que l'absorbance de cette espèce est proportionnelle à sa concentration en solution, du moment que la solution n'est pas trop concentrée. Dans ce cas, on a tendance à remplacer le produit epsilon fois L par K, le coefficient de proportionnalité exprimé en litres par mol. La concentration étant exprimée en mol par litre, on retrouve bien l'absorbance sans unité. Grâce à cette relation simplifiée, on doit être capable de réaliser une courbe d'étalonnage spectrophotométrique à partir de solutions étalons de concentration différentes, afin par exemple d'analyser un échantillon commercial dont on ignore la concentration. Mais tout d'abord, il faut être capable de donner le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert pour l'espèce considérée. Sur la courbe, on voit bien que l'on a une fonction linéaire seulement entre 0 et 4 fois 10 exposant moins 3 mol par litre. Au-delà, les points ne sont plus alignés et on ne peut plus considérer que l'absorbance est proportionnelle à la concentration.
Maintenant, on doit être capable de trouver la concentration d'une solution inconnue par lecture graphique dans un premier temps. Il faut passer cette solution inconnue dans le spectrophotomètre afin de connaître la valeur de son absorbance qu'il suffit de reporter sur le graphique. On trace une droite horizontale jusqu'à la courbe et l'abscisse du point d'intersection va nous donner la valeur de la concentration. Une autre méthode équivalente, mais plus calculatoire, consiste à trouver la valeur du coefficient de proportionnalité K et qui correspond au coefficient directeur ou à la pente de la droite. Pour y parvenir, il faut prendre deux points sur la droite dont les coordonnées sont faciles à lire et on calcule le rapport des différences de l'ordonnée des deux points par la différence de leur abscisse. Attention à l'unité du résultat qui est en litres par mol. Ensuite, on applique la formule de Beer-Lambert après avoir isolé la concentration et on passe à l'application numérique à partir de la valeur de l'absorbance de la solution inconnue mesurée expérimentalement. Enfin, dans ce chapitre, on doit être capable de donner la longueur d'onde de travail du spectrophotomètre. Pour cela, il y a deux façons de faire. La première consiste à utiliser le spectre d'absorption de l'espèce à analyser, c'est-à-dire le graphique représentant l'absorbance en fonction de la longueur d'onde. Il est très souvent fourni dans les énoncés. Sur le graphique, on cherche le maximum d'absorbance et l'abscisse de ce point nous donne la valeur de la longueur d'onde de travail notée lambda max et qui est autour de 480 nanomètres dans notre exemple. La deuxième méthode consiste à utiliser le cercle chromatique. En effet, la couleur de la solution étant entre le rouge et le orange pour notre exemple, elle absorbe donc sa couleur complémentaire qui se situe à l'opposé sur le cercle chromatique. Il s'agit du bleu qui se situe autour de 480 nanomètres, comme on peut le voir plus précisément sur le spectre d'absorption. Cette méthode est moins précise, mais c'est une bonne estimation pour lambda max correspondant à la longueur d'onde de travail du spectrophotomètre. Suivant les données de l'exercice, il faudra privilégier l'une des deux méthodes, mais sache qu'il est très important de régler le spectrophotomètre à cette longueur d'onde afin de diminuer les incertitudes et de gagner en précision. Pour terminer la maîtrise de ce chapitre, il est primordial de savoir convertir des nanomètres en mètres et inversement. Je te rappelle que le préfixe nano correspond à x10 exposant -9. On nous donne parfois les longueurs d'onde directement en mètres, et pour les convertir en nanomètres, c'est plus compliqué. Il y a deux méthodes. Soit on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite, et dans ce cas on ajoute l'exposant -2 à l'exposant -7 déjà présent, ce qui nous donne x10 exposant -9 qui nous reste plus qu'à remplacer par le préfixe nano. Soit on utilise l'autre méthode qui consiste à faire directement apparaître le préfixe nano en ajoutant l'exposant inverse de la puissance de 10, soit plus 9, et de cette manière on retrouve bien le même résultat après simplification. Si jamais je suis allé trop vite, je te mets en lien une petite vidéo pour t'expliquer à nouveau cette méthode. Voilà, on vient de tout revoir sur la loi de Beer-Lambert. On peut maintenant passer au chapitre sur la conductimétrie, dans lequel on va utiliser la conductivité qui est une grandeur physique mesurant la capacité d'une solution ionique à conduire le courant électrique. Elle se mesure à l'aide d'un conductimètre. Il faut savoir que la conductivité varie en fonction des espèces ioniques présentes en solution. Chacune d'entre elles participe de manière particulière à la conduction, c'est pourquoi on associe à chaque ion une conductivité molaire ionique notée lambda. En conductimétrie, on est souvent appelé à utiliser la loi de Kohlrausch, qui nous dit que pour une solution suffisamment diluée, la conductivité dépend de la nature des ions ainsi que de leur concentration. Cette loi se traduit mathématiquement par la formule suivante, soit la somme pour chaque ion présent dans la solution du produit de sa conductivité ionique molaire par sa concentration. Attention aux unités, il faut que la concentration de la solution soit exprimée en mol par mètre cube afin d'avoir la conductivité en Siemens par mètre. Au lycée, on n'analyse souvent qu'un seul soluté ionique. Et, dans ce cas, la loi de Kohlrausch est plus simple, puisqu'elle nous dit que la conductivité est alors proportionnelle à la concentration, du moment que la solution n'est pas trop concentrée. Dans ce cas, la formule que l'on vient d'évoquer peut être remplacée par la suivante, avec K, le coefficient de proportionnalité exprimé en Siemens litre mètre-1 mol-1, afin que la concentration soit exprimée tout simplement en mol par litre, comme on a l'habitude de le faire. De cette manière, on retrouve bien la conductivité en Siemens par mètre. C'est cette formule qu'on va utiliser principalement. Grâce à cette relation simplifiée, on doit être capable de réaliser une courbe d'étalonnage conductimétrique à partir de solutions étalons de concentrations différentes, afin par exemple d'analyser un échantillon commercial dont on ignore sa concentration en soluté ionique. Pour cela, il y a deux méthodes. On commence par la lecture graphique. Et comme on l'a déjà dit, la relation entre la conductivité et la concentration étant proportionnelle, on obtient une droite passant par l'origine.
Il faut plonger la sonde du conductimètre dans la solution inconnue afin de connaître la valeur de sa conductivité qu'il suffit de reporter sur le graphique. Pour notre exemple, on obtient 0,022 millisiemens par centimètre. On trace une droite horizontale jusqu'à la courbe et l'abscisse du point d'intersection va nous donner la valeur de la concentration inconnue. Une autre méthode équivalente, mais plus calculatoire, consiste à trouver la valeur du coefficient de proportionnalité K et qui correspond au coefficient directeur de la droite. Pour y parvenir, il faut prendre deux points sur la droite dont les coordonnées sont faciles à lire, et on calcule le rapport des différences de l'ordonnée des deux points par la différence de leur abscisse. Attention à l'unité du résultat qui est en millisiemens litres cm-1 mol-1 dans notre exemple. Ensuite, on applique la formule de Kohlrausch en ayant soin d'avoir isolé la concentration et on passe à l'application numérique à partir de la valeur de la conductivité de la solution inconnue mesurée expérimentalement. Ces deux méthodes sont bien sûr équivalentes. Enfin, dans ce chapitre, on doit être capable de réaliser un titrage conductimétrique. Je ne vais pas tout détailler dans cette vidéo puisque je l'ai déjà fait dans une vidéo dédiée à ce sujet. Je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve en description si tu veux plus de détails. Pour terminer, il arrive parfois que les concentrations soient exprimées en mol par mètre cube. Mais pas de panique, on te donnera le facteur de conversion si besoin. Voilà, on vient de tout revoir sur la partie théorique de la conductimétrie. Passons maintenant à la pratique avec les titrages conductimétriques, dont le but est de déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière d'une espèce titrée notée grand A dans notre cas, par une espèce titrante que l'on note grand B, lors d'une réaction rapide, totale, unique et faisant intervenir des espèces ioniques. Le montage expérimental est le suivant. On place la solution titrante dont on connaît la concentration dans la burette graduée, tandis que la solution à titrer, dont on ignore la concentration, est elle placée à l'aide d'une pipette jaugée afin de connaître précisément son volume, dans un bécher dans lequel on a plongé la cellule du conductimètre. L'équation du titrage la plus générale possible est la suivante, avec petit a et petit b, les nombres stoichiométriques correspondant respectivement à chacun des réactifs grand A et grand B, qui sont des espèces ioniques. Pour bien comprendre, nous allons prendre un exemple concret que nous détaillerons dans la partie être capable. Il s'agit de la réaction entre les ions H3O+ contenus dans la solution titrée d'acide chlorhydrique et les ions HO- contenus dans la solution titrante d'hydroxyde de sodium. Dans ce chapitre, comme dans tous les chapitres sur les titrages, il faut connaître la définition de l'équivalence, qui se repère sur le graphique dont on parlera tout à l'heure, et qui correspond au moment où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques, ou lorsqu'il y a changement de réactif limitant. À ce moment précis, donc seulement à l'équivalence, on peut écrire la relation suivante entre les réactifs titrés et titrants. Avec Na et Nb, les quantités de matière des réactifs introduits dans le bécher et petit a et petit b, leur nombre stoichiométrique. Il est possible d'exprimer cette équation directement avec les concentrations, puisque je te rappelle que la quantité de matière est égale au quotient de la concentration et du volume de la solution. Cette relation est valable pour des concentrations en quantité de matière exprimées en mol par litre, ainsi que pour des concentrations en masse exprimées en grammes par litre. Les volumes, quant à eux, peuvent être exprimés en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont exprimés dans la même unité. VE correspond au volume à l'équivalence qu'il faudra lire directement au niveau de la burette graduée. Enfin, pour ce chapitre, afin de préparer les différentes solutions suivant les données des énoncés, il est primordial de connaître les formules de la concentration, C égale N sur V, ainsi que celle de la quantité de matière, petit n égale petit m sur grand M. Il faut aussi connaître la formule de la masse volumique, ρ égale m sur v, et celle de la densité, d égale ρ sur ρ de l'eau. La dernière formule à connaître est celle correspondant au titre massique, aussi appelé pourcentage massique. C'est une grandeur sans unité qui est égale à la masse de soluté sur la masse de la solution. Pour ce chapitre, dans un premier temps, il faut être capable de repérer le volume équivalent à partir de la courbe traçant l'évolution de la conductivité en fonction du volume de la solution titrante versée. Pour cela, il suffit de tracer les deux demi-droites correspondant aux points qui semblent alignés, et l'abscisse du point d'intersection nous donne la valeur du volume équivalent. Dans un second temps, il faut être capable d'interpréter qualitativement le changement de pente à partir des valeurs de conductivité molaire ionique de certaines espèces présentes dans le bécher. Pour ce faire, nous allons reprendre l'exemple de la réaction entre l'acide chlorhydrique dont on ignore la concentration, et l'hydroxyde de sodium qui joue le rôle de solution titrante.
Le plus simple est de faire un petit tableau reprenant les différentes espèces ioniques potentiellement présentes dans le bécher et pouvant modifier la conductivité de la solution. Attention, il faut bien prendre en compte les espèces spectatrices. Avant l'équivalence, on ajoute dans le bécher de l'hydroxyde de sodium. La quantité d'ions sodium spectateur augmente. Quant aux ions hydroxyde, il n'y en a pas dans le bécher car ces derniers réagissent avec les ions H3O+, contenus dans l'acide chlorhydrique, dont la quantité diminue avant l'équivalence. Les ions chlorure spectateurs étant déjà présents dans le bécher, ils ne vont pas faire évoluer la conductivité ni avant ni après l'équivalence. Avant l'équivalence, la conductivité diminue car comme on peut le voir dans le tableau fourni, la conductivité molaire des ions sodium est inférieure à celle des ions H3O+, dont la quantité diminue dans le bécher. Après l'équivalence, c'est plus simple. Il n'y a plus d'ion H3O+, car maintenant c'est lui le réactif limitant, et on ne fait que rajouter des ions sodium et hydroxyde, ce qui fait que la conductivité augmente forcément. Voilà, on vient d'interpréter qualitativement les changements de pente. Dans ce chapitre, on doit bien sûr être capable de calculer la concentration de la solution à titrer à partir de la valeur du volume équivalent trouvée expérimentalement. On obtient cette formule en isolant Ca à partir de la relation que l'on obtient à l'équivalence et que l'on a vue précédemment. Là encore, il est possible d'exprimer les volumes en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont bien exprimés dans la même unité. La valeur de cette concentration va ensuite nous permettre de calculer le titre massique en soluté grand A. Pour cela, on repart des formules de départ et, en fonction des données de l'énoncé, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Après manipulation de formules, on peut retrouver l'expression du titre massique en fonction de la densité de la solution, mais si on a de la chance, on peut nous donner directement la masse volumique de la solution, et dans ce cas, c'est cette expression que l'on va utiliser. Pour plus de détails pour savoir comment retrouver ces formules, je t'invite à revoir la vidéo sur les titrages pH métriques ou colorimétriques. C'est exactement la même chose que l'on a fait. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que d'utiliser correctement la masse volumique de l'eau qui peut être donnée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. Et dans ce cas, attention aux unités. Lorsque tu utilises les formules, si la masse volumique t'est donnée en grammes par litre, alors utilise le litre pour les volumes. Si elle t'est donnée en grammes par millilitre, alors utilise plutôt le millilitre pour les volumes. Voilà, on vient de tout revoir sur les titrages conductimétriques. On enchaîne avec la cinétique, dans lequel on va parler de la vitesse des réactions chimiques. Commençons par les facteurs cinétiques, agissant sur la rapidité d'une réaction chimique. Au lycée, on doit en connaître deux. Le plus connu est la température. Il faut savoir que de manière générale, si on augmente la température du milieu réactionnel, alors plus rapide sera la réaction chimique. L'autre facteur cinétique à connaître est la concentration des réactifs. Plus la solution est concentrée, et plus la réaction est rapide. Dans ce chapitre, il est indispensable de savoir ce qu'est un catalyseur. Il s'agit d'une espèce chimique qui accélère une réaction, il est consommé puis régénéré au cours de la réaction chimique et, de ce fait, il n'apparaît pas dans l'équation de réaction. Pour étudier la vitesse d'évolution d'une réaction chimique, on utilise la vitesse volumique. Pour un réactif, il s'agit de la vitesse de disparition qui est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration en ce réactif par rapport au temps. Pour un produit, il s'agit de la vitesse d'apparition, qui elle est tout simplement égale à la dérivée de la concentration de ce produit par rapport au temps. Ces deux formules sont presque similaires, mais attention, pour un réactif, comme sa concentration diminue au cours du temps, on met un signe moins pour que la vitesse de disparition soit positive, tout comme la vitesse d'apparition. Concrètement, pour faire ce calcul, on va utiliser le graphique représentant la concentration en fonction du temps. Pour un réactif, la courbe est décroissante puisqu'il est consommé au cours de la réaction, tandis que pour les produits, la courbe est croissante puisqu'il y en a de plus en plus au cours de la réaction. À partir de ces courbes, si on veut connaître la vitesse volumique de réaction à l'instant T1 par exemple, il suffit de tracer la tangente à la courbe à cet instant et de calculer le coefficient directeur de la droite. Ce coefficient directeur est égal à la variation de la concentration par rapport à la variation du temps et correspond à la vitesse volumique. Vous l'aurez compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir calculer le coefficient directeur d'une droite. En maths, on le note souvent petit a et il est égal à yb-ya sur xb-xa. Si tu ne sais plus comment faire, je te mets en lien une petite vidéo dans la description pour t'expliquer tout ça. Encore une fois, pour la vitesse volumique de disparition d'un réactif, comme la tangente est décroissante, alors son coefficient directeur sera négatif. Et comme on veut que la vitesse volumique soit positive,
Il ne faudra pas oublier le signe moins devant delta de la concentration sur delta T. Enfin, dans ce chapitre, il faudra connaître la définition du temps de demi-réaction, noté T1,5, et qui correspond à la durée nécessaire pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Il faudra donc être capable de déterminer graphiquement ce temps de demi-réaction. Et pour cela, il suffit de reporter sur la courbe représentant la concentration en réactif limitant en fonction du temps, la valeur de la concentration initiale divisée par 2 et de regarder l'abscisse du point croisant la courbe. Pour ce chapitre, en terminale, on doit être capable de reconnaître une loi de vitesse d'ordre 1. C'est ce qui arrive lorsque la vitesse volumique est proportionnelle à la concentration au cours du temps. Mathématiquement, cela se traduit par l'équation suivante, avec grand A, la concentration de l'un des réactifs, et K, la constante de proportionnalité appelée constante de vitesse. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. La première consiste tout simplement à vérifier l'équation mathématique que l'on vient d'énoncer en traçant la vitesse volumique en fonction de la concentration en réactif. Si l'on obtient une fonction linéaire, alors la vitesse volumique est bien proportionnelle à la concentration en réactif grand A. Une autre méthode consiste à vérifier que l'évolution de la concentration A de T du réactif grand A au cours du temps obéit à une loi exponentielle du type A0, la concentration initiale, fois exponentielle de moins kT. Je te rassure, cette formule n'est pas à connaître par cœur, on te la donnera dans l'énoncé. Enfin, la dernière méthode consiste à vérifier si T1,5 est indépendant de A0, la concentration initiale. Graphiquement, si on trace deux courbes représentant la concentration en réactif grand A en fonction du temps, en ayant pris des concentrations initiales différentes, alors il suffit de vérifier que la valeur de T1,5 ne change pas. Ce qui est le cas sur le graphique que l'on a tracé ici. T1,5 est le même pour les deux réactions. On a donc bien affaire à une réaction chimique obéissant à une loi de vitesse d'ordre 1. Voilà, on vient de tout revoir sur la cinétique chimique de terminale. Passons maintenant au chapitre portant sur la constante d'équilibre, qui concerne les réactions chimiques qui ne sont pas totales et pour lesquelles il y a coexistence des réactifs et des produits. Pour définir l'avancement d'une réaction chimique, on utilise le taux d'avancement final, noté taux, et qui est égal au rapport de l'avancement final, celui qui a réellement lieu, sur l'avancement maximal théorique que l'on peut obtenir en considérant que la réaction chimique est totale. D'ailleurs, taux est égal à 1 dans le cas d'une telle transformation, puisque l'avancement final est égal à l'avancement maximal. L'équation de réaction est alors notée avec une simple flèche allant des produits vers les réactifs pour montrer que la réaction est totale. A l'inverse, le taux d'avancement est toujours plus petit que 1 pour une réaction non totale, soit une réaction équilibrée, puisque l'avancement final est forcément plus faible que l'avancement maximal, puisque la réaction ne va pas jusqu'au bout. Dans ce cas, on a coexistence des réactifs A et B, ici notés en rouge, et des produits C et D, ici notés en bleu. La réaction chimique peut donc se faire dans les deux sens, c'est pourquoi elle est notée avec une double flèche. Lorsque le système atteint l'état d'équilibre chimique, il faut avoir en tête que les quantités de matière des espèces ne varient plus et que tous les réactifs et tous les produits de la réaction chimique coexistent dans le milieu réactionnel. Une telle réaction chimique est caractérisée par son quotient réactionnel noté QR et qui est une grandeur sans unité. On peut le calculer à tout moment de la réaction avec la formule suivante. Je te rappelle que les concentrations au numérateur concernent les produits et au dénominateur on retrouve celles des réactifs. Attention à ne pas oublier C0, la concentration standard égale à 1 mol par litre, ainsi que les nombres stoichiométriques notés ici pour chaque espèce par leurs lettres en minuscules. Étant donné que dans l'expression on ne trouve que des concentrations, lorsque l'eau est le solvant ou lorsque l'on a des espèces solides, elles n'interviennent pas dans l'expression du quotient réactionnel. Le quotient de réaction nous permet de savoir comment va évoluer la réaction chimique, puisque lorsqu'elle est à l'équilibre, le quotient de réaction est égal à la constante d'équilibre notée K, qui est connue et que l'on retrouve dans des tables et qui est propre à une réaction chimique donnée. De cette façon, on peut prévoir le sens de l'évolution spontanée de la réaction chimique. Si à l'état initial, le quotient de réaction est plus petit que la constante d'équilibre, alors la réaction chimique va évoluer dans le sens direct. Et si c'est l'inverse, alors la réaction va évoluer dans le sens indirect. Sachant tout cela, on doit être capable dans ce chapitre de déterminer si une réaction est totale ou équilibrée. Pour cela, il y a plusieurs méthodes suivant les données des énoncés, mais la plus classique est de calculer Xmax de façon théorique à l'aide du tableau d'avancement et de le comparer à Xf, l'avancement final, en calculant taux. Je te rappelle dans une autre vidéo comment calculer Xmax en utilisant le tableau d'avancement, si jamais tu as besoin de te rafraîchir la mémoire. Dans les exercices, on nous demande parfois d'exprimer taux en pourcentage
Donc si jamais tu trouves un taux d'avancement de 0,63, il suffit de le multiplier par 100 pour l'avoir directement en pourcentage. A l'inverse, si le taux d'avancement est exprimé en pourcentage, il suffira de le diviser par 100 pour l'avoir sans pourcentage et par la suite pouvoir calculer un avancement maximal ou final suivant ce qui est demandé dans l'énoncé. Dans ce chapitre, on doit également être capable de prédire le sens d'évolution d'un système à partir de la valeur de sa constante d'équilibre et dans l'état dans lequel se trouve le système. Prenons l'exemple suivant avec la réaction faisant réagir des ions Cu2+ avec de l'argent pour former du cuivre solide et des ions argent. À 25 degrés Celsius, sa constante d'équilibre est égale à 2,8 fois 10 exposant -16. À l'état initial, voici les concentrations des différents ions présents dans le bécher ainsi que les masses des deux métaux. On calcule le quotient de réaction en ne prenant pas en compte les masses des espèces solides et en faisant attention au nombre stoichiométrique présent devant chacune des espèces. On obtient l'équation suivante qui, après simplification, nous donne cette expression. On passe à l'application numérique et on obtient la valeur du quotient de réaction qui ne nous reste plus qu'à comparer avec la valeur de la constante d'équilibre. Dans notre cas, QR est plus grand que K. Dans ce cas, la réaction chimique va évoluer dans le sens indirect. Voilà, on vient de tout revoir sur le chapitre portant sur la constante d'équilibre. On passe maintenant à celui sur la force des acides et des bases. Commençons par les définitions qu'il faut connaître par cœur. Qu'il s'agisse d'un acide fort ou d'une base forte, la définition est la même, à savoir leur réaction avec l'eau est totale. Par conséquent, lors de l'écriture de l'équation de la dissociation de l'acide fort dans l'eau, il faut mettre une simple flèche pour signifier que la réaction est totale et que l'acide est entièrement dissocié. Il en est de même pour la dissociation d'une base forte dans l'eau. A l'inverse, la réaction d'un acide faible ou d'une base faible avec l'eau n'est pas totale. Et, dans ce cas, l'équation de dissociation avec l'eau comporte une double flèche pour signifier que la réaction est équilibrée, et que l'acide faible que l'on a pris en exemple ici n'est pas entièrement dissocié. On traduit cet équilibre par une constante d'acidité notée Ka. Elle est sans dimension et dépend de la température. Elle est caractéristique d'un couple acide-base noté Ha/A-. Cela signifie que deux couples acide-base différents n'auront pas le même Ka. Pour calculer la valeur de K, on applique la formule suivante pour des concentrations qui se trouvent à l'équilibre, et avec C0 correspondant à la concentration de référence conventionnellement égale à 1 mol par litre. Il faut savoir que cette constante d'acidité, K, est souvent tabulée sous forme de pKa et qui correspond à moins log de Ka. On pourra aussi calculer la valeur de Ka connaissant la valeur du pKa grâce à la relation suivante. Ka est égal à 10 exposant moins pKa. Pour passer de l'une à l'autre des équations, il faut se rappeler ce que l'on a vu en mathématiques sur le calcul logarithmique et notamment ces deux égalités. Enfin, il faut savoir qu'une solution tampon est une solution dont le pH varie peu lors d'ajout modéré d'acide ou de base ou lors d'une dilution modérée. Dans ce chapitre, on doit être capable, en utilisant le même modèle que pour le Ka, de retrouver le produit ionique de l'eau, noté Ke, qui correspond à la constante d'équilibre de l'autoprotolyse de l'eau dont l'équation est la suivante, et qui est égale à 10 exposant -14. En pratique, on utilise le plus souvent le pKe qui est égal à 14. Il faut également connaître la force d'un acide ou d'une base en fonction de son pKa. Plus le pKa d'un acide est faible, et plus il va se comporter comme un acide fort, c'est-à-dire qu'il va avoir tendance à se dissocier davantage. A l'inverse, plus le pKa d'une base est forte, et plus elle va se comporter comme une base forte. Il faut être capable de tracer le diagramme de prédominance d'un couple acide-base à partir de la valeur de son pKa et d'identifier les espèces prédominantes en fonction de la valeur du pH de la solution. Il faut savoir que pour un mélange équimolaire, c'est-à-dire lorsque la concentration en acide et en base conjuguée est égale, alors le pH de la solution est égal au pKa. Et on doit être capable de le démontrer à partir de la formule permettant de calculer le pH d'un acide faible, ce qui est égal à pKa plus log de la concentration de la base sur celle de l'acide. Pour réaliser cette démonstration, là aussi il faudra se rappeler quelques propriétés du calcul logarithmique. Il faudra être capable de repérer sur un diagramme de distribution l'endroit pour lequel on a un mélange équimolaire, correspondant au croisement des deux courbes, et comprendre qu'à l'abscisse de ce point, on est capable de retrouver le pKa du couple acide faible, base faible, pour lequel on a tracé ce diagramme de distribution. Voilà, si on arrive à faire tout ça, on est au top pour ce chapitre. Passons au chapitre sur les titrages colorimétriques qui ressemblent beaucoup aux autres chapitres sur les titrages.
Le but de ce titrage est de déterminer la concentration, la masse ou la quantité de matière d'une espèce titrée, notée grand A dans notre cas, par une espèce titrante que l'on note B, lors d'une réaction rapide, totale, unique et pour laquelle l'équivalence est repérée par un changement de couleur. Le montage expérimental est le suivant. On place la solution titrante dont on connaît la concentration dans la burette graduée, tandis que la solution attitrée, dont on ignore la concentration, est elle placée dans un bécher ou un Erlenmeyer à l'aide d'une pipette jaugée afin de connaître précisément son volume. Pour certaines réactions chimiques, il est possible d'ajouter quelques gouttes d'indicateur coloré dans le bécher afin de repérer l'équivalence. L'équation du titrage la plus générale possible est la suivante, avec petit a et petit b les nombres stoichiométriques correspondant respectivement à chacun des réactifs grand A et grand B. Il faut connaître la définition de l'équivalence qui se repère lors du changement de couleur de la solution et qui correspond au moment où les réactifs sont introduits dans les proportions stoichiométriques ou lorsqu'il y a changement de réactif limitant. À ce moment précis, donc seulement à l'équivalence, on peut écrire la relation suivante entre les réactifs titrés et titrants. Avec Na et Nb, les quantités de matière des réactifs introduits dans le bécher et petit a et petit b, leur nombre stoichiométrique. Il est possible d'exprimer cette équation directement avec les concentrations, puisque je te rappelle que la quantité de matière est égale au quotient de la concentration et du volume de la solution. Cette relation est valable pour des concentrations en quantité de matière exprimées en mol par litre, ainsi que pour des concentrations en masse exprimées en grammes par litre. Les volumes, quant à eux, peuvent être exprimés en litres ou en millilitres, du moment que les deux volumes sont exprimés dans la même unité. VE correspond au volume à l'équivalence qu'il faudra lire directement au niveau de la burette graduée. Enfin, pour ce chapitre, afin de préparer les différentes solutions suivant les données des énoncés, il est primordial de connaître les formules de la concentration, C égale N sur V, ainsi que celle de la quantité de matière, petit n égale petit m sur grand M. Il faut aussi connaître la formule de la masse volumique, ρ égale m sur V, et celle de la densité, D égale ρ sur ρ de l'eau. La dernière formule à connaître est celle correspondant au titre massique, aussi appelé pourcentage massique. C'est une grandeur sans unité qui est égale à la masse de soluté sur la masse de la solution. Pour ce chapitre, on doit être capable de choisir le bon indicateur coloré dans le cas d'une réaction acide-base dont on connaît la zone de virage. Bien sûr, il faut que tu aies déjà traité le chapitre sur les réactions acide-base avant de voir cette partie. Sur ce graphique, la zone de virage se situe au niveau du sceau de pH, soit au niveau du pH à l'équivalence. Mais parfois on nous l'indique directement par une phrase dans laquelle on nous dit que pour la réaction acide-base considérée, le sceau de pH se situe entre 6 et 10. En général, dans les données de l'énoncé, on trouve la liste de différents indicateurs colorés de pH ainsi que leur zone de virage. En procédant par élimination, on retrouve le bon indicateur coloré. Ici, seul le rouge de cresol a une zone de virage qui se trouve au milieu du sceau de pH. Il faut aussi être capable de prédire l'évolution des couleurs dans le bécher. Dans notre exemple, la solution est acide au départ et après l'équivalence, elle est basique, donc elle va passer du jaune au violet. On doit bien sûr être capable de calculer la concentration de la solution attitrée à partir de la valeur du volume équivalent trouvé expérimentalement. On obtient cette formule en isolant Ca à partir de la relation que l'on obtient à l'équivalence et que l'on a vue précédemment. Là encore, il est possible d'exprimer les volumes en litres ou en millilitres du moment que les deux volumes sont bien exprimés dans la même unité. La valeur de cette concentration va ensuite nous permettre de calculer le titre massique en soluté grand A. Pour cela, on repart des formules de départ et, en fonction des données de l'énoncé, plusieurs possibilités vont s'offrir à nous. Il arrive très souvent que l'on n'ait pas accès à la masse de la solution, mais à sa masse volumique et à son volume. Idem pour la masse de soluté. En général, on a calculé la concentration et non sa masse. Il faut donc être capable de faire intervenir la concentration en combinant plusieurs formules, comme je suis en train de le faire. C'est cette expression que l'on va pouvoir utiliser. Mais si jamais on n'a pas accès à la masse volumique de la solution mais qu'on a sa densité, alors c'est celle-ci qui va nous servir. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que d'utiliser correctement la masse volumique de l'eau qui peut être donnée en grammes par litre ou en grammes par millilitre. Et dans ce cas, attention aux unités. Lorsque tu utilises les formules, si la masse volumique t'est donnée en grammes par litre, alors utilise le litre pour les volumes. Si elle t'est donnée en grammes par millilitre, alors utilise plutôt le millilitre pour les volumes. Voilà, on vient de tout revoir sur les titrages colorimétriques. On passe maintenant au chapitre sur les piles.
Il faut savoir que les réactions chimiques mises en jeu dans les piles font intervenir des transferts spontanés d'électrons. Il s'agit de réactions d'oxydoréduction dont les constantes d'équilibre sont très élevées afin d'avoir des réactions totales. Une pile est constituée de deux demi-piles, c'est-à-dire de deux électrodes plongées dans un électrolyte où se produisent soit une oxydation, soit une réduction. Au niveau de l'électrode négative, on trouve toujours l'anode où il se produit l'oxydation. C'est là que les électrons sont produits. Ils vont ensuite circuler dans le circuit électrique et arriver au niveau de l'électrode positive où se trouve la cathode, siège de la réduction. Le moyen mémotechnique pour retenir tout ça, c'est la lettre A de anode qui se trouve également dans oxydation et la lettre C de cathode qui se trouve également dans réduction. Expérimentalement, pour savoir où se situe la borne positive, il suffit de brancher un voltmètre et si ce dernier affiche une valeur positive, alors le pôle négatif de la pile se situe du côté de la borne comme du voltmètre et le pôle positif de la pile du côté de la borne V, comme on peut le voir sur le schéma. On peut maintenant déduire le sens du courant électrique noté grand I qui, par convention, va de la borne positive à la borne négative et est toujours opposé au sens de déplacement des électrons. Il ne faudra pas oublier de légender le pont salin dont le rôle est de fermer le circuit électrique en permettant de préserver l'électroneutralité des solutions. Concernant les caractéristiques de la pile, tant que la pile débite et qu'elle est en fonctionnement, le quotient de réaction est plus faible que la constante d'équilibre de la réaction mise en jeu. Cependant, lorsque le quotient de réaction parvient à la valeur de K, alors l'équilibre chimique est atteint et la pile ne fonctionne plus. Bien sûr, il peut y avoir d'autres raisons qui expliqueraient le non-fonctionnement de la pile. La capacité de la pile correspond à la charge électrique maximale, notée Qmax, débitée durant sa durée de vie, et se calcule de la manière suivante. Avec N-, la quantité de matière d'électrons totale que va débiter la pile, et F, la constante de Faraday, qui est égale à 96 500 coulomb mol-1. De cette manière, la charge électrique est exprimée en coulomb. Il faut savoir que la constante de Faraday est égale au produit de la constante d'Avogadro par la charge élémentaire. Rassure-toi, il ne faut pas apprendre les valeurs des constantes par cœur, car elles seront toujours données dans les énoncés. La dernière caractéristique notable de la pile est sa durée de fonctionnement notée ΔT. Elle s'exprime en secondes et s'obtient en faisant le rapport entre la charge électrique maximale en coulomb par l'intensité du courant électrique débité par la pile exprimée en ampères. Enfin, il faut savoir que le rôle de la pile est de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique. Au lycée, on doit être capable de retrouver la polarité d'une pile ainsi que les réactions chimiques mises en jeu à ces bornes à partir des couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Pour l'exemple, nous allons prendre une pile cuivre-argent dont les couples sont les suivants. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. L'une d'entre elles consiste à mesurer la tension à vide de la pile, appelée aussi FEM, force électromotrice, en branchant directement un voltmètre reliant les deux électrodes de la pile durant un court instant, afin de voir la valeur affichée sur l'écran du voltmètre. Si cette valeur est positive, alors le voltmètre est branché correctement, et comme on l'a déjà dit, la borne V se trouve du côté positif de la pile, tandis que la borne comme du voltmètre est elle reliée du côté négatif de la pile. On a ainsi la polarité de la pile et on va pouvoir en déduire les réactions chimiques qui se produisent au niveau de chaque électrode, puisqu'on sait que le courant électrique circule par convention de la borne positive à la borne négative. Les électrons, quant à eux, vont dans le sens inverse du courant. On peut ainsi en déduire que l'électrode négative correspond à l'anode, siège de l'oxydation. Ici, c'est le cuivre solide qui va s'oxyder en libérant deux électrons. À l'autre électrode, on va retrouver la cathode, siège de la réduction. Les ions Ag+, présents dans le bécher, vont venir capter un électron au niveau de l'électrode pour former de l'argent solide. On peut également retrouver l'équation de fonctionnement de la pile en combinant les deux demi-équations électroniques tout en faisant bien attention de bien avoir le même nombre d'électrons échangés. Ici on en a deux à l'anode et un seul à la cathode, alors on multiplie par 2 la demi-équation électronique au niveau de la cathode. Il ne nous reste plus qu'à additionner les deux demi-équations en simplifiant les électrons de manière à obtenir l'équation bilan. Enfin, dans ce chapitre, il faudra être capable de calculer la durée de fonctionnement de la pile, ou encore la quantité de matière d'un des réactifs entièrement consommé, en manipulant les formules littérales à connaître, comme celle vue précédemment sur la durée de fonctionnement. Puis, faire le lien avec la quantité de matière d'un des réactifs consommés. Pour notre exemple, nous allons prendre le cuivre qui, lorsqu'il s'oxyde, produit 2 électrons. C'est pourquoi la quantité de matière d'électrons produit est égale à 2 fois la quantité de matière de cuivre présent initialement.
En combinant les deux équations, on obtient la relation suivante, que l'on peut aussi noter de cette manière en fonction des données de l'énoncé. Attention à bien respecter les unités pour les calculs. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales ainsi que convertir la charge électrique en ampères-heure à partir des coulombs ou inversement. Je te rassure, le facteur de conversion te sera donné dans l'énoncé. Il suffit juste de savoir faire un produit en croix. Voilà, on vient de tout revoir sur les piles. On enchaîne naturellement avec celui sur l'électrolyse. C'est une technique permettant de réaliser des transformations forcées. Elle est réalisée dans un électrolyseur branché aux bornes d'un générateur. Ce dernier fournit un courant électrique allant de la borne positive à la borne négative, permettant de forcer l'évolution de la réaction chimique dans le sens non spontané. Les électrons, se déplaçant dans le sens inverse du courant, vont arriver au niveau de l'électrode sur laquelle il va se produire une réduction et qui porte le nom de cathode. L'autre électrode est le siège d'une oxydation. C'est là que les électrons sont produits. On nomme cette électrode l'anode. Ces termes sont aussi utilisés pour les piles. Le moyen mémotechnique pour retenir tout ça est le même. La lettre grand A de anode qui se trouve également dans oxydation et la lettre C de cathode qui se trouve également dans réduction. La solution dans laquelle sont plongés les électrodes est appelée électrolyte. Elle contient des ions permettant d'assurer la conduction en déplaçant des charges électriques. Aucun électron libre n'existe dans la solution. Durant l'électrolyse, on peut relier l'intensité du courant par la charge électrique notée grand Q et la durée de l'électrolyse notée ΔT. Pour que l'intensité soit exprimée en ampères, il faut que la charge électrique soit en coulomb et que la durée de fonctionnement soit exprimée en secondes. On peut également calculer la quantité d'électricité mise en jeu par la relation suivante. On retrouve la charge électrique exprimée en coulomb, la quantité de matière d'électrons mise en jeu durant l'électrolyse en mol, et F, la constante de Faraday qui est égale à 96 500 coulomb mol-1. Il faut savoir que la constante de Faraday est égale au produit de la constante d'Avogadro par la charge élémentaire. Rassure-toi, il ne faut pas apprendre les valeurs de ces constantes par cœur, car elles seront toujours données dans les énoncés. Enfin, il faut savoir que le rôle de l'électrolyseur est de convertir de l'énergie électrique en énergie chimique. Il est donc à la base du fonctionnement des batteries chimiques. Au lycée, on doit être capable de compléter le schéma d'un électrolyseur à partir des couples oxydant-réducteurs mis en jeu. Prenons un exemple concret avec les couples suivants. Par convention, le sens du courant électrique va toujours de la borne positive vers la borne négative. Les électrons, quant à eux, se déplacent toujours dans le sens contraire du courant, comme on l'a déjà dit. Ils partent donc de l'électrode de fer pour aller vers l'électrode de zinc. Il faut donc oxyder le fer pour produire ces électrons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'électrode se désagrège au fur et à mesure de l'électrolyse. Il s'agit de l'anode. L'autre électrode est donc la cathode, siège de la réduction des ions Zn2+, présents initialement dans la solution. Maintenant qu'on connaît les demi-équations électroniques se produisant aux électrodes, il suffit de les additionner afin de retrouver l'équation bilan de l'électrolyse. Il faut penser à s'assurer qu'il y ait bien le même nombre d'électrons mis en jeu dans les deux demi-équations, comme c'est le cas ici, et ainsi pouvoir simplifier les électrons de manière à obtenir l'équation bilan. Enfin, dans ce chapitre, il faudra être capable de calculer la masse de produit formé sur l'électrode, c'est le principe de l'électrodépôt, ou encore la quantité de matière d'un des réactifs entièrement consommés, ça c'est le principe de l'anode sacrificielle, en manipulant les formules littérales à connaître comme celle vue précédemment sur la quantité de matière d'électrons échangés durant l'électrolyse. Pour notre exemple, nous allons nous concentrer sur l'électrodépôt de zinc au niveau de la cathode. Pour réduire les ions Zn2+, il faut 2 électrons. C'est pourquoi la quantité de matière d'électrons produit est égale à 2 fois la quantité de matière de zinc produit. En combinant ces deux équations, on obtient la relation suivante. En se rappelant que la quantité de matière est égale au rapport de la masse par la masse molaire, alors on peut également noter cette équation de cette manière. En fonction des données de l'énoncé, on choisira l'une ou l'autre des expressions. Attention à bien respecter les unités pour les calculs. Pour calculer la durée de vie de l'anode avec le principe de l'anode sacrificielle, il suffit de procéder de même, mais en utilisant les relations avec la quantité de matière de fer solide consommée. Tu l'auras compris, dans ce chapitre, il est primordial de savoir manipuler les formules littérales, ainsi que de convertir la charge électrique en ampères-heure à partir des coulombs ou inversement. Je te rassure, le facteur de conversion te sera donné dans l'énoncé, il suffit juste de savoir faire un produit en croix. Voilà, on vient de tout revoir sur l'électrolyse. On enchaîne avec la chimie organique et le chapitre sur les structures des molécules organiques. Commençons par revoir les différentes représentations d'une même molécule.
La formule brute est la représentation la plus compacte de la molécule. A l'inverse, c'est la formule développée qui est parmi les représentations les plus détaillées. Entre les deux se trouve la formule semi-développée qui ne fait pas apparaître les liaisons avec les atomes d'hydrogène. La formule de Lewis, quant à elle, est la plus complète des représentations, puisqu'elle fait apparaître tous les doublés, à la fois les liants et les non-liants. Enfin, on a la formule topologique qui est très pratique en chimie organique. La notion d'isomérie de constitution est également à connaître et qui se produit lorsque des molécules ont la même formule brute mais des formules semi-développées différentes. Pour mieux comprendre, prenons un exemple avec l'acide propanoïque et l'éthanoate de méthyle. Ces deux molécules ont la même formule brute, mais comme on peut le voir, elles ont des formules semi-développées différentes. En terminale, il faut connaître les différentes règles de nomenclature. Autrement dit, il faut savoir nommer les molécules organiques sous cette forme. Avec le préfixe qui donne la nature et la position des groupes alkyles, la racine indique le nombre d'atomes de carbone dans la chaîne principale, quant au suffixe, il nous indique la famille fonctionnelle présente dans la molécule. En terminale, les familles fonctionnelles qu'il faut connaître sont résumées dans ce tableau. En première, il fallait connaître et savoir nommer seulement les 4 premières familles, alcool, acide carboxylique, aldéhyde et cétone. Cette année, il y en a 4 de plus à connaître, les esters, les amines, les amides, ainsi que les halogénoalcanes. Bien sûr, dans ce chapitre, il va falloir être capable d'identifier et de nommer la chaîne carbonée la plus longue de la molécule, en se référant à son nombre d'atomes de carbone comme énoncé dans le tableau. Il faut aussi être capable de repérer la structure de la molécule, dans un premier temps de savoir si elle est linéaire ou ramifiée ou cyclique, et par la suite de savoir si la molécule est insaturée, ce qui est le cas si elle possède un cycle ou une ou plusieurs liaisons multiples, double ou triple liaison. Dans le cas contraire, on dit que la molécule est saturée. Enfin, dans ce chapitre, on doit être capable de nommer et d'identifier les groupes caractéristiques ou les familles fonctionnelles présentes dans la molécule, ainsi que de la nommer. Prenons plusieurs exemples pour s'entraîner. Dans cette première molécule, on identifie la fonction alcool caractérisée par la présence du groupement OH. Il s'agit de l'éthanol puisque la chaîne carbonée principale contient 2 atomes de carbone. Pour la seconde, on a affaire à un acide carboxylique caractérisé par le groupement COOH en bout de chaîne. Il s'agit de l'acide méthanoïque puisque la chaîne carbonée ne contient qu'un seul atome de carbone. Prenons une troisième molécule plus complexe. Il s'agit d'un aldéhyde, puisqu'en bout de chaîne, on a un carbone relié à une double liaison avec un oxygène et une simple avec un hydrogène. La chaîne carbonée principale contient 4 atomes de carbone, mais attention à ne pas oublier le groupe alkyle en position 3 contenant qu'un seul atome de carbone. Cette molécule est donc du 3-méthylbutanal. Pour cette quatrième molécule, on remarque une double liaison carbone-oxygène au milieu de la chaîne carbonée. Il s'agit d'une cétone, la propane 2-one, qu'on appelle aussi la propanone, sans préciser l'indice 2, car lorsque l'on n'a que 3 carbones dans une chaîne principale, pour avoir une cétone, il faut forcément que la double liaison avec l'oxygène se trouve au milieu. Pour cette cinquième molécule, en formule topologique, on remarque le groupement NH2, caractéristique des amines. Il s'agit de la butane 2-amine, puisque l'atome d'azote est fixé sur le deuxième carbone parmi les 4 composant la chaîne carbonée principale. Cette sixième molécule correspond à une amide. Elle est composée de 3 atomes de carbone dans la chaîne principale, c'est la propanamide. La septième molécule, en formule topologique, correspond à un ester. On distingue 3 atomes de carbone en plus de l'atome de carbone du groupe fonctionnel et un seul atome de carbone relié à un oxygène. On a donc affaire à du butanoate de méthyle. Enfin, cette dernière molécule correspond à un halogénoalcane, composé d'un atome de chlore. On distingue également un groupement méthyle sur l'atome de carbone situé en position 2 de la chaîne principale qui en comporte 3. Il s'agit du 2-chloro-2-méthylpropane. Voilà, on vient de tout revoir sur la structure des molécules organiques. Passons maintenant à la spectroscopie, qui est une technique d'analyse reposant sur l'absorption de la lumière par la substance à analyser. Pour la spectroscopie UV visible, on utilise un rayonnement dont la longueur d'onde est comprise entre 100 et 800 nanomètres. Dans ce chapitre, il faut être capable à partir du spectre d'absorption de la substance à analyser de trouver lambda max correspondant à la longueur d'onde pour laquelle l'absorbance est maximale. Cette longueur d'onde est importante car elle est caractéristique de l'espèce chimique étudiée et va nous permettre de l'identifier parmi d'autres. Une autre méthode consiste à utiliser le cercle chromatique. En effet, la couleur de la solution, étant entre le rouge et le orange pour notre exemple, elle absorbe donc sa couleur complémentaire qui se situe à l'opposé sur le cercle chromatique.
Il s'agit du bleu qui se situe autour de 480 nanomètres comme on peut le voir plus précisément sur le spectre d'absorption. Cette méthode est moins précise, mais c'est une bonne estimation pour lambda max qui correspond également à la longueur d'onde de travail du spectrophotomètre. Passons à la spectroscopie infrarouge pour laquelle il faudra au lycée savoir interpréter un spectrière issu d'une espèce chimique afin d'identifier les liaisons et en déduire la présence de groupes caractéristiques. C'est ce que nous verrons un peu plus tard dans la partie être capable. Commençons par la spectroscopie UV visible, pour laquelle on va souvent réaliser une courbe d'étalonnage en représentant l'évolution de l'absorbance en fonction de la concentration à partir d'une échelle de teinte réalisée préalablement. Avec ce graphique, il faut être capable de donner le domaine de validité de la loi de Beer-Lambert pour l'espèce considérée. Si cette loi ne te dit rien, je t'invite à revoir la fiche de révision dédiée à Beer-Lambert. Ici, sur la courbe, on voit bien qu'on a une fonction linéaire seulement entre 0 et 5 × 10 exposant -3 mol par litre. Donc la loi de Beer-Lambert va pouvoir être utilisée seulement pour ce domaine de concentration. Au-delà, les points ne sont plus alignés et on ne peut plus considérer que l'absorbance est proportionnelle à la concentration. Repassons maintenant à l'interprétation d'un spectre infrarouge d'une substance inconnue, pour lequel il faudra être capable d'identifier les différentes bandes d'absorption à partir de tables qui seront toujours disponibles dans les données des énoncés. Sur le spectre, on distingue une bande forte et large comprise entre 2600 et 3400 cm-1. D'après la table, il s'agit d'une simple liaison oxygène-hydrogène d'un acide carboxylique. Et on a aussi une bande forte, mais de largeur moyenne, autour de 1700-1800 cm-1, qui correspond à la double liaison carbone-oxygène que l'on retrouve également dans la fonction carboxyle d'un acide carboxylique. Dans notre exemple, il est donc très probable que l'espèce chimique étudiée soit un acide carboxylique. Pour terminer la maîtrise de ce chapitre, il est primordial de savoir convertir des nanomètres en mètres et inversement. Je te rappelle que le préfixe nano correspond à x10 exposant -9. On nous donne parfois les longueurs d'onde directement en mètres, et pour les convertir en nanomètres, c'est plus compliqué. Il y a deux méthodes. Soit on déplace la virgule de 2 rangs vers la droite, et dans ce cas on ajoute l'exposant -2, à l'exposant -7 déjà présent, ce qui nous donne x10 exposant -9 qui nous reste plus qu'à remplacer par le préfixe nano. Soit on utilise l'autre méthode qui consiste à faire directement apparaître le préfixe nano en ajoutant l'exposant inverse de la puissance de 10, soit plus 9, et de cette manière on retrouve bien le même résultat après simplification. Voilà, on vient de tout revoir sur la spectroscopie. On peut maintenant passer à la synthèse organique. Commençons par revoir les différentes façons d'optimiser la synthèse d'un produit organique. La première consiste à augmenter la vitesse de formation d'un produit. Pour y parvenir, il y a différentes méthodes. On peut chauffer le milieu réactionnel, à l'aide d'un montage à reflux par exemple. On peut aussi utiliser un catalyseur ou encore augmenter la concentration des réactifs afin d'augmenter le nombre de chocs efficaces. Une autre façon d'optimiser une synthèse organique consiste à optimiser son rendement. Pour rappel, on calcule le rendement d'une synthèse en faisant le rapport de la quantité de matière du produit d'intérêt obtenu expérimentalement par celle théorique, obtenue à l'aide d'un tableau d'avancement par exemple. On peut également utiliser la même formule en remplaçant les quantités de matière par la masse de produit. Si on veut un rendement en pourcentage, il ne faudra pas oublier de multiplier le tout par 100. Pour augmenter ce rendement, il suffit d'introduire un des réactifs en excès ou alors d'éliminer un des produits de la réaction au fur et à mesure de sa formation. Dans ce chapitre, il faut connaître les différentes catégories de réactions chimiques. Pour comprendre, prenons des molécules fictives. Ici, on vient ajouter X et Y à la molécule de départ, ce qui nous amène à comprendre que pour une réaction d'addition, on part de deux réactifs et on obtient un seul produit. Pour une réaction d'élimination, c'est l'inverse. À partir d'un seul réactif, on obtient deux produits. X et Y ont été éliminés de la molécule de départ. Il existe aussi les réactions de substitution. Dans ce cas, on vient remplacer un groupement initialement présent sur une molécule par un autre. Ici, c'est le groupement X qui a été remplacé par le groupement Y. On comprend donc que pour une réaction de substitution, on part de deux réactifs pour obtenir également deux produits. Il ne faut pas oublier les réactions acide-base, dans laquelle il y a un échange de protons H+, entre l'acide d'un couple et la base d'un autre couple. Ou encore les réactions d'oxydoréduction pour laquelle on a un échange d'électrons cette fois, entre un oxydant et un réducteur. Enfin, il faut également connaître les réactions de polymérisation, qui, à partir d'un très grand nombre de molécules identiques, appelées monomères,
nous permettent d'obtenir des macromolécules constituées d'un motif qui se répète un grand nombre de fois. Le nombre de motifs présents dans une macromolécule est appelé le degré de polymérisation. Ici, on a représenté la réaction de polymérisation du polystyrène. Dans ce chapitre, on doit absolument être capable de calculer le rendement d'une synthèse. Pour comprendre, prenons un exemple avec la synthèse expérimentale qui nous a permis d'obtenir 12,0 g de cet ester qui est notre produit d'intérêt. J'ai déjà pris cet exemple dans une précédente vidéo, donc si jamais tu as du mal à me suivre, je t'invite à aller revoir la vidéo en question. Pour obtenir ces 12 g d'ester, on est parti de 0,100 mol du premier réactif et de 0,193 mol du deuxième. Le tableau d'avancement nous permet de trouver le réactif limitant, qui dans notre cas est le premier réactif, et de déterminer la valeur de quantité de matière maximale d'ester qu'il est possible de produire. Ici, cette valeur est égale à Xmax. Afin de calculer le rendement, il faut calculer cette valeur de quantité de matière en masse, comme ce qui est détaillé à l'écran. Donc théoriquement, avec les quantités de réactifs mises en jeu, on aurait dû produire 19,8 g d'ester et non 12 g comme ce que l'on a obtenu expérimentalement. On peut d'ores et déjà dire que le rendement ne sera pas de 100%. Pour le calculer, on applique la formule énoncée précédemment, mais avec des masses au lieu des quantités de matière. L'application numérique nous donne pour notre exemple un rendement de 60%. Dans ce chapitre, on doit également être capable d'identifier des étapes de protection et de déprotection à partir des différentes étapes d'une synthèse. Pour comprendre, prenons un exemple. On souhaite oxyder un seul des deux groupes fonctionnels présents sur cette molécule, et pour ce faire, on va procéder à une étape de protection. Cette étape consiste à ajouter un groupement appelé groupe protecteur sur la partie que l'on souhaite protéger, ici d'une oxydation. Ensuite, on réalise l'oxydation de la molécule sur le groupement qui n'a pas été protégé. Puis, on passe à la phase de déprotection afin de retrouver la fonction de départ que l'on avait protégée. Cette année, il ne s'agit pas de détailler le mécanisme, mais à partir de toutes les étapes, de savoir reconnaître les étapes de protection-déprotection, ainsi que de pouvoir identifier le groupe protecteur. Enfin, dans ce chapitre, on doit pouvoir discuter de l'impact environnemental d'une synthèse et de proposer des améliorations. Pour cela, on peut s'inspirer des 12 principes de la chimie verte. Voilà, on vient de tout revoir sur la synthèse organique. On enchaîne avec le dernier chapitre de chimie organique qui traite des mécanismes réactionnels. Commençons par revoir ce qu'il se passe au niveau microscopique, c'est-à-dire à l'échelle des molécules. Pour qu'une réaction chimique se produise, il faut que les entités constituant les réactifs entrent en collision avec une énergie suffisante et une orientation favorable afin de se transformer en de nouveaux produits. Pour augmenter la probabilité que cela se produise, on peut jouer sur deux facteurs cinétiques. Le premier consiste à augmenter le nombre de chocs efficaces, et pour cela, il suffit d'augmenter la température. Le second consiste à augmenter la concentration des réactifs, car plus il y a de réactifs, et plus il est probable que ces réactifs rentrent en collision. Si maintenant on s'intéresse aux mécanismes réactionnels toujours à l'échelle microscopique, il faut savoir qu'une réaction chimique se fait en plusieurs étapes que l'on appelle des actes élémentaires. Pour l'exemple choisi, il y en a 4. Si on se concentre sur les deux premiers actes élémentaires, on constate que l'ion C4H9O2+, formé au cours du premier acte élémentaire, est aussitôt consommé lors du deuxième acte élémentaire. Il en est de même pour le C6H15O3+, formé au cours du deuxième acte élémentaire, puisqu'on remarque qu'il est directement consommé au cours de l'acte élémentaire suivant. Enfin, on remarque le même phénomène pour l'ion C6H13O2+. Ces trois espèces chimiques sont appelées des intermédiaires réactionnels, puisqu'elles sont formées au cours d'un acte élémentaire, puis totalement consommées dans un autre. A l'inverse, on remarque que l'ion H+ présent initialement est consommé au cours d'un des actes élémentaires pour être reformé au cours d'un autre. Dans ce cas, on comprend que l'ion H+ joue le rôle de catalyseur. Maintenant, intéressons-nous à l'équation bilan de cette réaction chimique. C'est la réaction que l'on voit à l'œil nu. On parle alors d'échelle macroscopique. Pour l'obtenir, il suffit d'additionner tous les actes élémentaires sans faire apparaître les intermédiaires réactionnels, ni le catalyseur, car dans les deux cas, on les retrouve dans les réactifs et dans les produits. C'est cette équation que l'on retrouve dans la plupart des exercices de chimie, celle que l'on voit à l'œil nu et qui ne détaille pas ce qui se passe à l'échelle microscopique. C'est avec cette équation que l'on réalise les tableaux d'avancement pour trouver le réactif limitant, ou encore que l'on calcule le rendement d'une synthèse chimique. Dans ce chapitre, pour détailler un mécanisme réactionnel, il va falloir être capable d'identifier des sites donneurs de doublés d'électrons.
Il peut s'agir d'atomes porteurs de doublés non liants, comme c'est le cas pour l'azote possédant un doublé non liant, ou encore l'oxygène qui lui en possède deux. Ça peut aussi être le cas lorsque l'on a des liaisons multiples, double ou triple liaison, ou encore lorsque l'on a affaire à des liaisons fortement polarisées, ce qui est le cas de la double liaison CO. Si jamais tu ne te souviens pas de ce qu'est une liaison polarisée, je te mets une petite vidéo en description pour t'expliquer à nouveau cela. A l'inverse, il faut être également capable d'identifier des sites accepteurs de doublés d'électrons. Il peut s'agir d'atomes porteurs d'une lacune électronique comme l'ion hydrogène H+, ou encore l'ion lithium Li+. Ça peut aussi être le cas lorsque l'on a des liaisons polarisées, comme on l'a déjà vu pour les sites accepteurs de doublés, comme pour la double liaison CO. C'est aussi le cas pour la liaison entre un atome de carbone et un halogène. Ici, on a du chlore, qui est bien plus électronégatif que l'atome de carbone, c'est pourquoi la liaison est polarisée. Et c'est le carbone qui est légèrement positif et donc en capacité d'accepter un doublé d'électrons. C'est exactement la même explication pour la simple liaison CO. Il existe de nombreux autres exemples, mais on ne va pas tous les énumérer ici. Maintenant qu'on a en tête différents sites accepteurs et donneurs de doublés, on va pouvoir modéliser par des flèches courbes les interactions entre ces sites donneurs et accepteurs. Dans le cas de la réaction chimique entre l'ion hydroxyde et le chloroéthane, le doublé d'électrons part toujours du site donneur vers le site accepteur. Ici, du doublé non liant présent sur l'atome d'oxygène vers l'atome de carbone. De ce fait, le chlore récupère le doublé d'électrons, le liant à l'atome de carbone. Ainsi, on obtient de l'éthanol et un ion chlorure. Il faut bien avoir en tête que la flèche courbe montre le déplacement des doublés d'électrons. Il existe bien d'autres exemples, on ne va pas tous les détailler ici, mais tu comprends le principe. Voilà, on vient de tout revoir sur les mécanismes réactionnels. On passe au dernier chapitre sur les transformations nucléaires. La radioactivité est un phénomène naturel, aléatoire et spontané, au cours duquel un noyau instable se désintègre en se transformant en un noyau d'un autre élément chimique, appelé noyau fils, et en émettant une particule et un rayonnement gamma. On modélise ces désintégrations radioactives par des équations qui respectent la conservation de la charge électrique grand Z et du nombre de masses grand A. Elles tirent leur nom en lien avec la particule émise. Pour l'émission alpha, il s'agit d'un noyau d'hélium qui est émis. L'émission β- pour l'électron, l'émission β+ pour le positron, et enfin, l'émission gamma, qui est un peu particulière, car il ne s'agit pas d'une particule, mais d'un rayonnement électromagnétique. Il faut savoir qu'on retrouve la radioactivité dans de nombreux domaines d'application, comme en médecine, pour l'imagerie médicale et certains traitements notamment de cancer ou de tumeurs, ou encore dans le domaine de la datation. Dans ce chapitre, on doit être capable d'interpréter la courbe issue de la loi de désintégration radioactive qui nous dit que l'évolution au cours du temps du nombre n de t de noyaux radioactifs d'un échantillon peut être modélisée par l'équation suivante, avec n0 le nombre initial de noyaux radioactifs et lambda la constante radioactive qui est caractéristique du noyau radioactif. Autrement dit, lambda ne sera pas le même pour un noyau de carbone 14 ou d'hélium 3. Cette loi de désintégration radioactive est la même si on remplace le nombre de noyaux grand N par l'activité d'un échantillon radioactif noté grand A. L'activité correspond au nombre de désintégrations radioactives par seconde ayant lieu dans un échantillon. Son unité est le becquerel. Par la suite, on va tout faire avec grand N, le nombre de noyaux, mais on aurait très bien pu le faire avec grand A. Ça ne change rien à l'allure de la courbe de décroissance qui démarre dans notre exemple avec un échantillon comprenant un nombre n0 à l'instant initial de 160 noyaux radioactifs. Ce nombre de noyaux radioactifs va diminuer au cours du temps et au fil des désintégrations. Le temps au bout duquel on atteint la moitié de ce chiffre, noté T1,5, est très important à repérer car il s'agit de la demi-vie de l'élément radioactif correspondant au temps au bout duquel la moitié des noyaux se sont désintégrés. Lui aussi est caractéristique de l'élément radioactif considéré. Mathématiquement, il faut retenir la formule suivante pour le nombre de noyaux radioactifs restants lorsque l'on se trouve au temps de demi-vie, car elle est importante pour faire la démonstration permettant de retrouver la formule pour calculer le temps de demi-vie. Pour cela, il faut tout d'abord repartir de l'expression mathématique de la loi de décroissance radioactive étudiée juste au-dessus. Pour T1,5, on remplace n de T1,5 par n0 sur 2 comme on vient de le voir. Puis, après simplification par n0, on obtient l'équation suivante. Afin de faire disparaître l'exponentielle et pouvoir continuer, il faut se rappeler quelques calculs de base sur le logarithme népérien que normalement tu as vu en maths. Ces trois relations sont à connaître car elles vont nous servir exactement dans cet ordre pour la suite.
on prend le logarithme népérien de l'égalité précédente et on développe le terme de gauche par ln de 1 moins ln de 2. Et pour le terme de droite, comme le logarithme népérien est l'opération inverse de l'exponentielle, il ne reste plus que moins lambda fois t1,5. ln de 1 étant égal à 0, on obtient l'équation suivante après simplification du signe moins de part et d'autre de l'égalité. On isole t1,5 pour retrouver l'expression recherchée, soit t1,5 égale ln de 2 divisé par lambda. Si jamais je suis allé trop vite, je te mets en lien une vidéo où je reprends pas à pas cette démonstration. On a terminé. N'hésite pas à consulter notre site pour récupérer toutes ces fiches de révision. Et si jamais tu as des questions, n'hésite pas à les poster en commentaire. Bon courage pour le bac. À bientôt.